Qui aurait cru qu'en à peine un mois, le peuple algérien obligerait le président Abdelaziz Bouteflika à renoncer à un 5e mandat, puis à démissionner de son poste de président. Pourtant, malgré cette victoire, les manifestations continuent. Les Algériens, par millions, descendent dans la rue pour demander la fin d'un système en place depuis l'indépendance du pays. Bonjour Akram Belkaïd. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, vous collaborez notamment au Monde diplomatique. Vous venez de publier L'Algérie, un pays empêché en 100 questions aux éditions Talendier. Alors aujourd'hui, quelle est la situation en Algérie ? Immense question. La situation, on est dans un mouvement quasi révolutionnaire de demande de changement profond d'un système politique, de remise en cause des institutions et du personnel politique existant et d'une mobilisation fondamentalement historique. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'on assiste à un tel mouvement répété. Tous les vendredis, des millions de gens dans la rue, des gens qui ont un message clair, le départ du système. Et l'autre point fondamental qui fait que ces manifestations sont historiques, des manifestations pacifiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une contestation violente de ce que le pays a pu connaître, par exemple, dans les années 80 ou même 90. Là, les gens se mobilisent, sortent dans la rue et demandent... Ils ont commencé par demander le départ du président Abdelaziz Bouteflika, comme vous le disiez dans votre propos liminaire. Mais aujourd'hui, ça va plus loin. C'est une remise en cause fondamentale d'un système qui a régné sans partage sur le pays depuis l'indépendance. Alors comme vous l'avez dit, ces manifestations sont pacifiques. Au début du mouvement, il n'y avait pas de répression de la part des forces de l'ordre. Mais depuis le départ de Bouteflika, on assiste quand même à un début de répression policière. Pourquoi ? Alors, il y a eu tout de même des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont été empêchés au premier temps du mouvement. Je parle des manifestations qui ont pu avoir lieu le 22 février et le 29, et le 1er mars, pardon. Il y a eu énormément de mouvements pacifiques. Ça a peut-être occulté le fait qu'il y a eu des arrestations, qu'il y a eu des intimidations. Je rappelle aussi que des gens de la société civile ou des anonymes qui avaient demandé qui avaient exprimé le refus d'un 5e mandat sur les réseaux sociaux, par exemple, avant la marche du 22 février, ont été arrêtés, sont encore en prison aujourd'hui. Alors effectivement, depuis l'annonce de la démission du président Bouteflika, on assiste à un scénario de bras de fer, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des manifestants qui ne veulent pas en démordre et qui continuent la mobilisation, et de l'autre, des autorités, notamment incarnées par le vice-ministre de la Défense, le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, qui voudraient que les manifestations s'arrêtent parce qu'ils considèrent qu'il y a eu une grosse concession de fait, à savoir le départ du président Bouteflika, et que les manifestants acceptent finalement le scénario qu'on leur propose, à savoir des élections qui auront lieu en juillet prochain, une élection présidentielle. Donc ces arrestations relèvent plus de l'intimidation, relèvent plus de la volonté de chercher à finalement faire peur aux Algériens et à essouffler le mouvement, alors, à faire que ce mouvement s'essouffle. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens sont déterminés, n'ont pas peur, continuent à sortir, continuent à revendiquer. Mais on est dans cette phase de friction où on a assisté aussi à des heurts qui ne sont pas... qu'on peut aussi analyser comme étant le signe que même au sein du pouvoir, il y a des divisions. Il y a des gens qui sont pour la manière forte et d'autres qui n'en veulent pas. Et donc, on sent qu'il y a un entre-deux qui est assez critique dans l'évolution des événements. Il y a des arrestations de manifestants, mais en même temps, il y a aussi des hommes importants du système Bouteflika qui ont été arrêtés ou placés en surveillance. Je pense par exemple aux frères Bouteflika ou encore à Issab Rebrab, première fortune algérienne. Alors pourquoi la justice agit que maintenant et qui est derrière tout ça ? Alors, il n'est pas dit que le frère du président soit dans une situation de surveillance ou quoi que ce soit. On a des rumeurs, il n'y a pas eu d'annonce officielle, il y a des informations très contradictoires là-dessus. Alors par contre, on a assisté à des arrestations, notamment de ce qu'on appelle en règle générale les oligarques. Oui. On va mettre ce mot entre guillemets, parce que ce sont surtout des gens qui ont fait leur fortune grâce à leurs amitiés politiques, à leur entre-gens politiques. On a vu que M. Haddad, qui était à la tête du Forum des chefs d'entreprise, a été arrêté alors qu'il essayait de quitter
le pays par la frontière terrestre avec la Tunisie. On sait que M. Essaad Rabrab a été convoqué et a été emprisonné, mais si vous voulez, les gens ne sont pas naïfs en Algérie, les gens ont vite compris et on le voit bien. Au-delà des déclarations officielles, cela ressemble plus à une campagne, je dirais, à la fois de règlement de compte et de concession destinée à calmer l'opinion publique, qu'à un vrai mouvement de fond destiné à assainir l'appareil politico-économique algérien. Donc c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Le système est encore là, le système n'a pas été purgé, n'a pas été réformé, les institutions n'ont pas été modifiées, les gens n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir une réflexion sur une deuxième république. Et on a cette campagne d'arrestation et de mise en détention préventive. C'est un peu aller trop vite. Bien entendu, les gens attendent que la justice se fasse, mais que ce soit une justice, je dirais, qui ne fonctionne pas sous injonction et qui soit une justice pour tous, pas simplement pour un certain nombre de personnes et pas d'autres. Et donc les gens ne sont pas dupes par rapport à ça. Justement, vous parlez d'injonction, mais qui donne les ordres ? On sent bien que c'est l'état-major qui est à la manœuvre, même si l'appareil judiciaire dément avoir reçu des injonctions et d'avoir reçu des instructions. Mais bon, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'aujourd'hui, l'homme fort du système est le général Ahmed Gaïd Salah et que rien ne se décide sans lui. Donc il a promis qu'il y aurait une lutte poussée contre la corruption. C'est très bien, mais ce que demandent les Algériens, c'est que ce soit quelque chose qui rentre dans le cadre de la mise en place d'un état de droit. Là, ça ressemble plus à des opérations brouillonnes, ciblées. C'est un oligarque, mais pas l'autre. C'est un milliardaire, mais pas l'autre. Je dirais c'est une vague d'arrestations qui pose plus de problèmes qu'elle n'en résout en réalité, parce qu'elle pose la question de l'état de droit, du droit à chacun d'avoir un procès équitable, d'être défendu, la présomption d'innocence, etc. Toutes ces choses auxquelles les Algériens aspirent. Et seul un système démocratique, souverain et légitime, peut se permettre demain d'arrêter les uns et les autres et de les traduire devant la justice. Mais tant que c'est le système qui lui-même est contesté par la population, qui fait ce genre de choses, ça a peu de valeur en réalité. Ça ressemble plus, encore une fois, à un règlement de compte, je dirais à une opportunité. C'est la bonne occasion de se débarrasser des uns et des autres, peut-être pour les remplacer par d'autres, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ça ne donne pas l'impression d'un vrai mouvement, je dirais, d'assainissement et de purge tel que le font les démocraties, les jeunes démocraties lorsqu'elles arrivent au pouvoir. Alors, vous parlez de règlement de compte, mais celui qui est derrière tout ça, vous avez dit, c'est Gaïd Salah. Pourtant, c'était l'un des proches de Bouteflika. Et les gens aujourd'hui qui sont arrêtés étaient aussi des proches de Bouteflika. Alors, comment expliquer ce revirement de sa part ? Alors, l'expression, pour dire les choses clairement, l'expression « proche d'eux » ne veut pas dire grand-chose en réalité, sauf si vous êtes de la même famille que le président, c'est-à-dire Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-président, est un proche du président. Mais Gaïd Salah, il a été nommé par Bouteflika, il a été mis en place par Bouteflika. C'est un partenaire, c'est un allié de circonstance, ça a été un partenaire. Il allait partir à la retraite, Bouteflika l'a nommé, l'a maintenu en poste, l'a promu, parce que ça relevait d'une stratégie tactique, politique, dont Gaïd Salah a bénéficié. Mais l'idée que ce soit un proche, c'est-à-dire on est unis jusqu'au bout, ça, il faut la remettre en cause. C'était une convergence d'intérêts. Eh bien, les intérêts ont ça de particulier, c'est qu'à un moment donné, ils peuvent ne plus converger. Et on est dans une situation où les intérêts d'Ahmed Gaïd Salah ne convergeaient plus avec ceux du président. Donc c'est aussi simple que ça. Et il a décidé à un moment donné que, à la fois pour la stabilité du pays, à la fois pour la stabilité de l'armée, mais aussi pour ses propres intérêts, il avait intérêt à faire en sorte que tout cela s'arrête. Je rappelle qu'au début, ces déclarations ont été très dures à l'égard des manifestants. C'est-à-dire qu'au début, Ahmed Gaïd Salah, lorsqu'il voit les gens manifester le 22 février, il est assez dur. Il dit « attention, le complot, ne soyez pas naïfs ». Il y a les propos du Premier ministre de l'époque qui compare la situation à la Syrie, etc. Bon, après, il y a quoi, 4, 5, 6 millions d'Algériens qui vont dans la rue, 10 millions, et ça recommence chaque vendredi. Ben là, soit on est intelligent et on se dit on va trouver la bonne solution pour nous en sortir,
ou alors on va dans le mur en soutenant jusqu'au bout Abdelaziz Bouteflika. Donc moi je ne suis pas du tout étonné par le revirement, comme on le dit. C'est un ajustement tactique, politique, comme on en a connu des milliers à travers le monde. C'est pas une question, le pouvoir algérien, c'est pas une question, à quelques exceptions près, ce sont des clans en recomposition. Le clanisme ne va pas au-delà de la nécessité de préserver les intérêts. Donc quand on a un intérêt qui est en danger, donc sa propre position, eh ben, on fait alliance avec celui qu'on détestait. Et on l'a bien vu de l'autre côté, puisqu'on a vu visiblement le clan présidentiel, Saïd Bouteflika et ses proches, enfin, essayer de se rabibocher avec l'ancien chef des services de sécurité, le général Toufiq, lequel a été tout de même mis à la retraite de par la volonté du clan présidentiel. Donc rien n'est impossible en matière d'alliance et de recomposition politique dans le sérail politique algérien. Et aujourd'hui, alors, qui dirige le pays ? C'est clairement l'état-major. C'est clairement aujourd'hui le pouvoir de décider. Parce que souvent on demande qui dirige. Qui dirige, ça veut dire qui décide en réalité. Pour le moment, aujourd'hui, de manière assez importante, c'est clairement l'état-major de l'armée, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, ce qui ne veut pas dire par contre qu'il peut tout décider. Ça aussi, il faut le relativiser. Il est obligé de tenir compte de d'autres, je ne dirais pas des contre-pouvoirs, mais d'autres éléments de poids. Il a d'abord ses pairs, PAIRS, c'est-à-dire les autres généraux, les autres officiers supérieurs. Il doit tenir compte aussi de ce qui existe encore au niveau des services de sécurité. Il est obligé de composer aussi avec les forces de police, qui, elles, relèvent du ministère de l'Intérieur et qui ont au cours des 5 mandats, des 4 mandats d'Abdelaziz Bouteflika, les forces de police dépendantes du ministère de l'Intérieur se sont beaucoup développées, ont été beaucoup renforcées, à la fois sur le plan humain et aussi sur le plan technique. Donc là aussi, c'est une source je dirais, de légitimité, d'usage de la force possible qui compte. Donc Ahmed Gaïd Salah est le décideur et le coordinateur des décisions, si j'ose dire, mais il est obligé aussi de tenir compte des rapports de force qui peuvent exister à l'intérieur du sérail algérien. Et lui-même le reconnaît, puisque dans ses discours, il ne cesse de dénoncer les agissements des uns et des autres, à mettre en garde telle ou telle personnalité, à évoquer des actions qui iraient à l'encontre de ce que lui est en train de faire. Donc c'est bien la preuve qu'on n'est pas dans un système où c'est un homme et un seul qui décide tout seul. Alors, une élection doit être organisée le 4 juillet. Est-ce que, si l'élection est maintenue, un candidat ou une candidate se démarque des autres aujourd'hui ? Franchement, là, je ne saurais pas vous répondre. Ben Flis, par exemple, qui lui avait décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle précédente. Oui, alors d'abord, il faut tout de même dire que cette élection, si elle a lieu, ça voudra dire que finalement, on aura, en tout cas les gens qui sont sortis dans la rue, n'auront pas obtenu gain de cause. Parce que organiser des élections présidentielles dans un laps de temps aussi court, sans avoir vraiment réformé en profondeur le système politique, c'est reprendre le risque d'avoir des élections, je dirais, verrouillées, truquées, orientées, etc. Donc là, on est tout de même dans un scénario qui ne sera pas admis par beaucoup d'Algériens. Bon, alors effectivement, elles peuvent très bien se tenir, ces élections. Le pouvoir peut aller jusqu'au bout en disant on respecte à tout prix la Constitution. C'est-à-dire que cette pauvre Constitution qui pendant des années n'a jamais été respectée, ne serait-ce que parce qu'on a eu un président malade depuis au moins 2013 et qu'on l'a réélu pour un mandat en 2014 et qu'on s'apprêtait à le faire réélire pour tout ça, les gens, voilà, il faut le rappeler ça. C'est-à-dire quand on a l'argument de il faut respecter la Constitution, soudain, voici la Constitution parée de toutes les vertus alors qu'elle n'a jamais été respectée, elle a été bafouée tant de fois. On a passé son temps à l'amender, par exemple, en disant, voilà, à un moment donné, il y avait une limitation de mandat présidentiel, puis on a enlevé cette limitation et puis on veut les remettre, enfin bref. Donc, pour ce qui est de cette élection, si elle a lieu, eh bien tant pis, elle aura lieu, mais en tous les cas, une grande majorité d'Algériens ne la prendra pas au sérieux. On verra les scores à ce moment-là de l'abstention, qui risque d'être très élevés. Alors, maintenant, effectivement, il y a peut-être des personnalités qui vont vouloir y aller. Alors, elles prendront clairement le risque, de se délégitimer, de perdre en légitimité, de perdre en prestige parce qu'elles auront participé
à donner l'impression qu'il y a une démocratisation, ce qui risque de ne pas être le cas. Elles donneront du crédit à un processus politique dont les Algériens ne veulent pas. Et dans cette liste de noms, effectivement, on en a plusieurs qui s'interrogent, veulent y aller ou pas. On sent qu'il y a des offres de services implicites, plus ou moins implicites, plus ou moins explicites, en disant on va y aller et peut-être qu'on sera adoubé par le système. On verra tout ça. Les prochaines semaines vont nous montrer comment les choses vont évoluer et est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va avoir un candidat du système émerger. Pour le moment, ce n'est pas trop le cas. On est un peu... Mais dès lors qu'on commencera à avoir un martelage médiatique de la part de certains médias publics en faveur d'une personnalité, à ce moment-là, on aura des indications sur ce que le système aura choisi. Je rappelle qu'en 1999, à la fin de la décennie noire, lorsque l'Algérie voulait absolument tourner la page de la violence, Abdelaziz Bouteflika a été candidat, mais il y avait 5 ou 6 autres candidats et des candidats d'envergure. Je ne parle pas des gens qui sont... aucune comparaison avec les compétiteurs d'aujourd'hui. On avait des gens de l'opposition, quelqu'un comme Aït Ahmed, quelqu'un comme Mouloud Hamrouch, bref. Et je rappelle que ces personnalités se sont toutes retirées à la veille du scrutin parce qu'elles avaient compris que les choses étaient jouées et que Bouteflika allait être élu. Eh bien, on risque de se retrouver avec une situation plus ou moins identique. La seule interrogation étant qui va convaincre ce système qui visiblement ne veut rien lâcher puisqu'il veut absolument organiser des élections. Quelle va être cette personnalité qui va avoir son soutien en promesse peut-être d'une espèce de compromis sur une non-remise en cause de beaucoup de choses qui existent déjà. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que du côté des manifestants, il y a une certaine lassitude qui va les gagner ? Je rappelle aussi que la semaine prochaine commence le mois de Ramadan. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas freiner les ardeurs des manifestants ? C'est une bonne question, c'est la grande interrogation. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas été le cas, bien au contraire, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens. Et on parle beaucoup d'Alger, mais ce qui est intéressant, c'est tout de même ces images incroyables que l'on peut voir dans d'autres pays, dans d'autres villes du pays. Je pense notamment à la ville de Bouira, je pense notamment à la ville de Béjaïa, je pense notamment à la ville de Borj Bouarerej, qui est pas loin de Sétif, sur les hauts plateaux, et où il y a un monde incroyable. Donc, ce n'est pas qu'Alger, c'est l'ensemble du pays. C'est dans l'ensemble du pays que les ministres ont du mal à faire leurs visites. C'est-à-dire qu'on a tous les jours ou presque, on a des comptes rendus, je dirais, d'incidents, de ministres qui vont sur le terrain et qui sont chassés à coups de pierre ou par une population qui n'en veut pas. Donc, pour le moment, la détermination et la mobilisation des gens ne changent pas. Alors, effectivement, il y a le ramadan. Et clairement, dans le calcul du pouvoir, c'était un élément important, en se disant, on tient jusqu'au ramadan et après, on verra. Le ramadan, c'est effectivement des journées difficiles, mais ça peut être aussi des soirées autrement organisées, puisque je rappelle qu'il y a un caractère festif pour ce mois. Le jeûne pendant la journée et des occasions familiales de sortie et d'animation culturelle nocturne, rien ne dit que demain, les Algériens ne vont pas manifester de nuit pour continuer à se mobiliser. Tout est possible. Est-ce que vous pensez qu'ils seront entendus et qu'on assistera à la naissance d'une nouvelle république en Algérie ? C'est très difficile, c'est le combat qui a lieu et rien ne sera donné, ça c'est très clair. Le grand danger, c'est le découragement rapide, mais c'est clair qu'un système qui a régné sur un pays pendant près de 60 ans ne va pas lâcher prise aussi facilement. Donc il fait des concessions, il a toujours su gagner du temps. Des concessions qui en réalité ne sont pas toujours importantes, elles sont plus symboliques qu'autre chose. On a enlevé Bouteflika, mais on ne sait pas très bien ce qui va suivre. Mais en tous les cas, ce qui est saisissant, c'est la maturité politique des gens dans la rue, c'est leur détermination, c'est cette espèce d'explosion de slogans, de revendications. De tout cela va naître quelque chose fondamentalement. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont pressés, qui disent on ne voit pas beaucoup de nouvelles têtes émerger. La politique, la vie d'une nation, ce n'est pas l'Internet à haut débit.
Il faut du temps, que les choses se tassent, se stratifient, que les gens tirent des expériences de ce qu'ils sont en train de faire, qu'il y ait des réflexions communes, des discussions, et après on verra bien. Il est certain qu'il va être très difficile d'imposer aux Algériens pour les décennies à venir un système comparable à celui qui a existé avant. Parce qu'on a vu l'émergence aujourd'hui, y compris l'irruption de la jeunesse dans le champ politique, ce qui était n'était absolument pas le cas dans les décennies précédentes. Et là, ça va être intéressant parce que la jeunesse, c'est 75% de la population, c'est des gens qui aspirent à simplement vivre à leur époque. Et tout cela, le système ne peut plus, à moins d'utiliser un niveau de violence extrême pour faire rentrer les gens chez eux, ce qu'il ne pourra pas faire aujourd'hui, ou en tous les cas, pas à l'heure de l'Internet et des réseaux sociaux, et du fait qu'aujourd'hui l'Algérie est tout de même placée au cœur du jeu médiatique, en tout cas de l'intérêt médiatique international. Et le fait qu'il n'y ait pas de figure qui ait émergé de ce mouvement, vous ne pensez pas que c'est un problème ? C'est pas grave parce qu'au contraire, le danger c'est toujours... l'Algérie est un pays d'Afrique du Nord, c'est un pays maghrébin, c'est un pays qui s'inscrit dans l'ère culturelle berbère, mais aussi du monde arabe. Et le grand drame dans cette région-là, c'est qu'on a toujours eu l'attente de l'homme providentiel, du zaïm, du sauveur, etc. Ça, c'est dangereux parce que c'est comme ça que naissent les dictatures et qu'on ne s'en sort pas. On passe d'un zaïm, d'un raïs à un autre, et ça, c'est insupportable. Donc là, au contraire, on est dans un mouvement plus horizontal. Alors ça tâtonne, ça cherche des solutions, mais c'est intéressant parce que c'est un mouvement qui est à l'aune de ce qui se passe dans le monde. Voilà. Donc on le voit bien. Il y a quelques échos avec ce qu'ont connu les indignés, le mouvement des indignés il y a 7-8 ans. Bon, à un moment ou à un autre, il faudra que les partis politiques prennent le relais, ça c'est clair. Ils essayent. Il faut savoir qu'ils sortent du néant, les partis politiques. On les a réprimés, on les a empêchés d'activer, d'avoir des manifestations, notamment les partis d'opposition. Hein. Bon, là aussi encore, il faut donner du temps au temps. Et le danger serait que, parce qu'on serait allé trop vite, une partie de ceux qui se mobilisent aujourd'hui, je pense notamment aux jeunes, se désintéressent à l'avenir de la politique et abandonnent le terrain à des professionnels et qu'on assiste à un recyclage d'anciens représentants, notamment du FLN ou d'autres partis qui étaient dans la mouvance présidentielle. Alors, dernière question, j'avais envie de vous demander votre sentiment, vous, personnel, par rapport à tout ça, tout ce qui s'est passé depuis le début du mouvement. C'est un sentiment à la fois de grande joie, hein, je ne vais pas le cacher, et aussi d'inquiétude. J'appartiens à une génération qui a beaucoup espéré après octobre 88. Il y a eu des émeutes, il y a eu une répression assez féroce, sanglante, mais il y a eu une démocratisation, il y a eu une ouverture démocratique qui a fait qu'à un moment, je parle de la fin des années 80, malgré tous les nuages qu'il y avait sur le ciel algérien, on y a cru. On connaît la suite, hein, la décennie noire, etc. J'espère que cette fois-ci, et je suis plus confiant parce que un pays, ça apprend de ses expériences. C'est pour ça qu'il faut toujours faire confiance au temps long. Voilà, je suis plein d'espérance. Bien entendu, il y a de l'inquiétude, hein, parce qu'on sait que ce système est capable de tout pour se maintenir, mais il y a énormément d'espérance et d'espoir et aussi de gratitude. Je pense que ça n'a pas été dit pour les gens. Pour l'Algérie, je suis quelqu'un de vieux, hein, et la gratitude vis-à-vis de la jeunesse. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est une jeunesse qu'on a beaucoup critiquée. On sait qu'elle était feignante, etc. Oui, y compris en France. On a vu des textes, des déclarations assez inconséquentes, à mon avis, sur le caractère, je dirais, arriéré de cette jeunesse, sur son incapacité à se mobiliser, notamment la jeunesse masculine. Hein. Eh bien, elle a donné un démenti assez important, et rien que pour ça, il faut lui en être reconnaissant. Voilà, la reconnaissance pour la jeunesse. C'est bien. Oui, c'est très bien même. Merci beaucoup Akram Belkaï d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. À très bientôt. Merci.